Salam alaikum, Mazzoul Fillaoun. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie de l'évolution. Non pas celle de Darwin, celle de la sélection naturelle des espèces qui mutent, qui se transforment morphologiquement et génétiquement en fonction de l'environnement, du climat et d'autres conditions. Non, ce n'est pas de la théorie de l'évolution des espèces de Darwin que je vais vous parler. Mais c'est de la théorie de l'évolution de l'homme, de nos contrées, que je veux vous entretenir. De son évolution, de l'animalité vers l'humanité. Et quand je dis animalité, il n'y a rien de péjoratif dans ce terme, puisqu'au fond de nous, nous avons tous gardé, plus ou moins, et c'est là le problème, plus ou moins, ces instincts primaires qui sont devenus, avec le temps et l'évolution, des codes et des valeurs. Nous aimons tous nos petits, de façon viscérale, instinctive, qui sourd du plus profond de nos entrailles. Et nous donnerions notre vie pour eux si cela est nécessaire. Nous avons gardé dans nos gènes de prédateurs cet instinct irraisonné de terrain de chasse qui nous fait nous dresser contre les autres lorsque nous sentons qu'ils menacent notre espace vital. Observez ces luttes entre les chefs du FLN, comment ils rugissent, comment ils se rassemblent en meute, chacune voulant conquérir le territoire de l'autre. Observez comment tous ont ce respect inné du mâle dominant, de celui qui est le plus fort, qui a droit à la plus grosse part, et que dont tous guettent le moindre signe de faiblesse pour se ruer sur lui, pour le déchirer à belles dents et prendre sa place, si jamais il faiblit. Mais certains sont mus, plus que d'autres, par ces instincts primaires. Cela dépend des sociétés. Dans certaines où l'homme a évolué, justement, de l'animalité à l'humanité, la sociabilité est venue remplacer l'instinct grégaire. Et les rapports de force brutale sont devenus des rapports sociaux. Même si bien souvent l'argent a remplacé la force physique, que la griffe et la canine se sont transformées en fusil, que la plume et les ondes ont pris la place du rugissement, même si derrière le vernis de la démocratie et des institutions, le fauve n'est jamais loin, même si le contrat social est souvent un rapport de force, il n'en demeure pas moins que d'une société à une autre, les peuples qui ont pris conscience de leur force ont réussi, un tant soit peu, à faire en sorte que leur unité, leur solidarité agissante prennent la place du mal dominant. C'est pourquoi dans ces sociétés-là, ce sont des institutions élues par la multitude, par la majorité, qui ont le pouvoir. Et comme les peuples ont compris, à force de se faire avoir, que celui qui dispose du pouvoir, même s'il est élu, penche toujours, tout naturellement, à en abuser, alors ils ont séparé les pouvoirs de façon à ce que les élus se contrôlent et se neutralisent les uns les autres. C'est encore loin d'être parfait et les hommes devront trouver d'autres systèmes d'organisation politique et sociale pour étouffer définitivement l'instinct du mal dominant. Mais c'est déjà une grande victoire de l'homme sur ses instincts les plus primitifs. Et ainsi, l'on pourrait mesurer l'évolution d'une société, d'une civilisation, non pas à son développement économique, à sa force militaire, mais à sa capacité de structurer le pouvoir en plusieurs pouvoirs séparés, issus de la seule légitimité populaire, mais indépendants de toute autre force organisée, notamment celle de l'argent, des lobbies, etc. Si cette société parvient à cette forme d'organisation élevée et qu'elle réussit à y cristalliser la notion de nation, à la faire s'incarner dans les personnes qui sont élues pour des mandats limités, alors c'est qu'elle aura réussi son évolution de son animalité, de sa grégarité primitive vers l'humanité, vers la civilité. Chez nous, vous vous attendiez bien à ce que j'en arrive, n'est-ce pas, à chez nous.
Vous imaginez bien que je ne vais pas rater une telle aubaine pour faire un tout petit éclairage sur cette question, ramenée à chez nous. Donc, chez nous, dans nos contrées, un peu partout dans les pays arabes et musulmans, hélas, nous avons réussi une seule chose. Une seule chose. Nous l'avons réussi de façon parfaite, irréprochable, impeccable, tirée au cordeau. Ou plutôt, pour rendre à Ahmida ce qui appartient à Ahmida, ce sont nos régimes qui ont réussi l'exploit, le prodige, que dis-je, le miracle, de copier à l'identique le mode d'organisation des sociétés qui ont vraiment évolué. Ils ont copié la coquille, l'apparence, l'appellation, le protocole. Ainsi, pour l'Algérie, par exemple, nous avons le multipartisme, le syndicalisme, le parlement bicaméral, le conseil constitutionnel, la séparation des pouvoirs, les élections au suffrage universel, la présomption d'innocence, la liberté de la presse, des écoles, des universités, des hôpitaux, et tout, absolument tout ce qui existe dans les pays que nous avons copiés. Mais tout ça n'existe qu'en apparence, plus ou moins, pour certaines formes d'organisation ou d'institutions, comme la séparation des pouvoirs, les élections, le Parlement ou le Conseil constitutionnel, par exemple, c'est juste une façade, on trompe l'œil. Derrière le grand tableau dessiné dans ses moindres détails, il n'y a rien d'autre que des mâles dominants dans toute leur splendeur et des troupeaux de nervis bêlants qui broutent à qui mieux. C'est comme ça chez nous. Nous avons la musique, mais pas les paroles, la coquille, mais pas le fruit. Mais là, où on voit que ceux qui nous dirigent n'ont vraiment pas évolué, qui sont restés des faux valets-tas bruts ou des charognards voraces, incapables de s'émanciper de leur propre animalité. C'est dans leur comportement de tous les jours que vous pouvez les voir. Ils ont beau tout faire pour essayer de donner le change, leur nature revient toujours au galop. Et leur baltagie de tout poil, ceux-là et celles-là qui se bousculent sous leur table pour manger leur reste, ils ont beau faire semblant de planer là-haut dans le ciel du patriotisme à deux balles, dès que la bête est à terre, ils fondent sur elle, toute griffe dehors, la déchirant de leur bec courbé. Et plus ils montent haut en grade, plus leur bestialité s'exacerbe, plus elle emplit leur personne. On les reconnaît souvent à leur mine. Ils n'y font pas attention, mais presque tous se croient obligés d'afficher une mine désabusée, comme ça vous voyez sur mon visage, hein. Un rictus de mépris, parce que le mâle dominant doit toujours montrer sa force à la meute, à la horde, à la harde ou au troupeau. Sinon, ils seraient tout aussitôt éjectés par quelqu'un d'autre. C'est leur façon à eux de bomber le torse, de montrer leurs canines et leurs griffes. C'est avec cette grimace qu'ils rappellent qui ils sont. Regardons quelques-unes de ces grimaces. Regardez. Ces mots et ces rictus, ces grimaces ne sont pas fortuits, ni leur mine habituelle. Regardez quand ils sont avec leur propre mâle dominant, ceux devant lesquels ils deviennent de gentils petits minous qui miaulent leur soumission. Regardez comment ces grimaces se transforment en mines avenantes de gens qui ont évolué, qui envoient des signaux à ceux devant qui ils bavent pour leur dire « Nous sommes des vôtres !»
Et comme dirait Brel, nous sommes l'ombre de votre main, l'ombre de votre chien. Regardez. Eh oui, vous avez vu comment ils évoluent quand ils veulent? Mais ces gens-là, vous les reconnaîtrez aussi à leur façon de s'exprimer quand ils sont avec nous, quand ils nous parlent à nous, pas à leur patron. Entre un mot et un autre, ils mettent un siècle. Par exemple, hein, Ikhwani, Ikhawati, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme s'ils avaient besoin de réfléchir entre un mot et un autre. Enfin, l'essentiel. Et nous, on hoche la tête en attendant d'applaudir. Applaudir quoi? N'importe. El-Muhim, El-Musharaka. Et on est là à les écouter avec nos yeux. Ils nous fascinent en ne disant rien, en nous gavant de silence, entrecoupés de mots creux, fourrés de vent. Mais rassurez-vous, ils ne parlent comme ça qu'avec nous. Quand ils sont avec les boss, ils sont mignons tout plein. Aujourd'hui. El-Watan. Baisse des prix du pétrole et panne économique. Sellal reconnaît la gravité de la crise. Par Zhor Hajjam. Le soir d'Algérie. La situation économique inquiète le gouvernement. La relance version Sellal. Par CB. Liberté Algérie. Sellal annonce que la LFC 2015 sera prête en juillet. Moins d'impôts pour les entreprises. Par KR. Aujourd'hui, nous allons évoquer les dernières déclarations de Sellal. Monsieur Sellal, qui après nous avoir affirmé que la chute des prix du baril était une ni'ma, une bénédiction, vient maintenant nous inviter à nous préparer la douche froide pour nous dire en termes empoulés que la catastrophe est déjà là, que les horizons sont sombres, que les réserves de change auront une fin, que le pays n'aura pas d'autre choix que d'aller vers l'endettement. Sofiane Gilali, qui est président de Gil Jadid, qui est avec nous aujourd'hui, a publié un retentissant pamphlet, un brûlot, au titre très évocateur de Sabah al-Khair, monsieur Sellal. Donc, et nous aurons aussi avec nous Faisal Mattawi, journaliste. Alors, Faisal, Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Un souci, on ne vous entend pas. Ah. Voilà, on vous entend. Alors, il n'y a pas longtemps, M. Sellal nous disait que la chute des prix du baril était une ni'ma et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, de quoi ils étaient capables, qu'ils allaient faire de ce pays. Et là, il arrive la queue entre les pattes et il nous dit de nous préparer à l'endettement, de nous préparer à ne vivre que sur ces réserves de change. Et vous lui avez répondu de façon retentissante, comme je viens de le dire. Mais sinon, mais encore.
Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire face à ce drame qui se profile? Ce n'est que maintenant qu'apparemment les responsables prennent conscience que le pays est en train de se diriger droit vers le mur. Ce que nous n'avions pas arrêté de dire depuis des mois, pour certains même depuis des années, mais que systématiquement le pouvoir a pris par-dessus la jambe, si j'ose dire le terme, et sans montrer aucune responsabilité ni aucune attention à ce qui se passait autour d'eux. La soupe était bonne, ils s'en servaient directement, eux, leurs copains, leurs coquins, distribuaient l'argent, et tous ceux qui criaient un peu plus fort que les autres, ils accouraient pour leur donner leur petit tu. Mais diriger le pays, construire une nation, faire fonctionner des institutions, de tout cela, ils n'en ont cure. Monsieur Bouteflika et tous ses semblables ne s'intéressent pas à la populace qu'ils considèrent comme le dernier de leurs soucis. Pour eux, il est important qu'ils soient les chefs, qu'ils grimacent comme vous le décriviez si bien en bon éthologiste que vous êtes. Et le reste, c'est vraiment la dernière des choses qui peut les remuer. Soufiane Gileli, je vais lire de temps en temps un passage de votre fameux communiqué, appelons-le comme ça. Il y a à peine un peu plus d'une année, M. Sellel, alors directeur de campagne d'un candidat fantôme, promettait monts et merveilles à des auditoires crédules que la crise ne nous concerne pas. C'est Sellel qui le dit. C'est entre guillemets. Que, c'est toujours Sellel qui le dit, entre guillemets, Mascara allait devenir la Californie et que nous allons construire 2 millions de logements et que nous allons créer des millions d'emplois. Qu'il était facile de dire aux jeunes, vous avez l'argent de l'enseigne pour vous marier. Votre commentaire sur votre propre texte. C'est vrai qu'il avait promis de faire de Mascara la Californie. De M. Sellel et de tous ceux qui ont entouré le président de la République et qui nous chantaient les louanges d'un homme extraordinaire avec lequel la pluie est arrivée, avec lequel on pouvait faire 2 Coupes du Monde à la fois et que lui-même nous avait qualifié 2 fois de suite à la Coupe du Monde grâce à son génie extraordinaire. Mais voyez-vous, au-delà de ce qui peut paraître comme simplement de l'ironie, je voudrais revenir un peu sur ce que vous disiez en entrée de cette émission, lorsque vous avez fait cette parabole. Et à un moment, vous aviez dit qu'en fait, de compte, nos dirigeants ne viennent que de notre société et donc ils portent dans leur gène ou dans leur patrimoine, dans leurs souvenirs, la mémoire de ce qu'on était dans les temps archaïques. Mais on peut juste compléter cela en disant, et par la pratique, regardez comment certains peuples qui, par les vicissitudes de l'histoire, ont été divisés et les 2 parties ayant pris un chemin inverse. Regardez ce que les régimes en ont fait. Prenons l'exemple si frappant de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Voilà un même peuple qui avait la même histoire, la même religion, la même vision du monde, la même langue. C'était le même peuple, le même sang. Mais voyez ce qu'ont fait les Coréens du Sud. Ils nous vendent tout aujourd'hui et ils sont au sommet du développement. Lorsque leurs demi-frères ou leurs frères de l'autre côté de la frontière sont en train d'idolâtrer des hommes dans une forme de folie collective où il n'y a plus rien qui corresponde au monde moderne. Voilà ce qu'un régime peut faire d'un peuple qui peut être si bon au départ, mais qui peut arriver à des catastrophes. Voilà ce que M. Bouteflika et ses comparses ont fait de l'Algérie aujourd'hui, un peuple anesthésié, tout comme cette grenouille qui chauffe sur le feu, qui s'en aperçoit pas, mais qui meurt lentement. C'est toute l'Algérie qui est en train de mourir par la faute de ce régime mafieux et complètement pourri. Je ne me lasse pas de revenir toujours à cette fameuse parabole de la grenouille. Je rappelle pour ceux d'entre nos téléspectateurs qui ne l'ont pas entendu, vous parliez de cette grenouille qu'on n'ébouillante pas d'un seul coup, mais qu'on met dans de l'eau froide, puis qu'on allume le feu en dessous,
et la grenouille est à l'aise, l'eau devient tiède, elle est vraiment à l'aise, elle est au paradis, c'est doux, c'est bon, et puis l'eau commence à chauffer de plus en plus, et elle ne se rend pas compte qu'elle atteint des limites qui vont la brûler, et elle ne se rend pas compte, puisque ça monte en crescendo, et au moment où elle se rend compte du danger, c'est trop tard, elle est cuite, elle ne peut plus partir. Je vais lire un autre passage de votre communiqué. Après avoir bloqué le développement du pays, empêché le véritable investissement productif, favorisé odieusement les circuits mafieux de l'importation, acheté le silence des puissances en leur offrant des richesses du peuple et surtout détruire la véritable élite, ce pouvoir, par la bouche de M. Sellel, vient nous annoncer qu'il va devoir siphonner le reste des réserves d'ici 2019. Donc, Sellel le dit clairement. Ça veut dire, à partir de maintenant, il faudra nous préparer à puiser dans ces réserves. Expliquez-nous un peu le topo. Vous savez que depuis la venue de M. Bouteflika et donc l'installation de ce régime, l'Algérie a vécu avec deux budgets. Un budget officiel qui est l'équivalent à peu près de la moitié des revenus et un budget qui est resté occulte, qu'on a mis dans un fonds de régulation, mais qui ne dépend ni de l'Assemblée nationale, ni des députés, ni de personne en dehors de la volonté de ceux qui dirigent le pays, de l'exécutif. Donc voilà, la moitié des entrées étaient pour messieurs le pouvoir et la moitié pour le reste de la population. Or, depuis ces dernières années, ayant puisé à satiété dans ces réserves, il ne reste pas grand-chose. Il restait aux alentours de 200 milliards de dollars, ce qu'on nous disait à l'étranger, mais malheureusement, très vite, ils sont en train de fondre comme neige au soleil. Et maintenant, M. Sellel vient nous confirmer cela en disant que dans très peu de temps, à l'horizon de 2 ou 3 années, eh bien, il n'y aura plus rien. Et plus que ça, ils vont nous remettre dans l'enfer de l'endettement. Voilà ce qu'ils ont programmé depuis de longues années. Bien entendu, ils ont tous qui sont 3 pièces, qui sont pavillons, qui sa carte de résidence, les familles étant de l'autre côté, les moteurs probablement des hélicoptères qui tournent sans arrêt. Le jour où tout cela va s'effondrer, ils prendront la poudre d'escampette et lâcheront le pays qui sera à ce moment-là dégarni, mangé jusqu'à l'os, comme ces pauvres animaux qui tombent entre les dents des piranhas et qui sont mangés jusqu'à gratter l'os. Voilà ce qu'ils sont en train de faire du pays. Et la grande inquiétude, c'est que d'ici 1 ou 2 années, il n'y aura plus rien à faire et plus rien à tirer de ce pauvre pays. Faisal Mektaoui ne sera malheureusement pas des nôtres, nous n'arrivons pas à le joindre. Mais sinon, Soufiane Djilali, concrètement, comment ça va se passer, cette histoire de siphonner les dettes déjà, on apprend par le même Sellel que les crédits d'équipement, les budgets qui sont alloués aux équipements vont être sérieusement gelés, bloqués, voire supprimés carrément. Ça veut dire tout ce qui est pont, route, métro, etc. Ça ne se voit pas, c'est pas comme la consommation, c'est pas comme l'alimentation, l'alimentaire, l'habillement, etc. Et donc, comment ça va se passer concrètement, ce recours aux réserves de change pour essayer de compenser le manque à gagner? Concrètement, ça commence d'abord par l'inflation. Au niveau du marché, les objets deviennent de plus en plus chers parce que entre l'offre et la demande, il n'y a plus d'équilibre. Deuxièmement, ils vont éliminer de larges pans de gens qui les concurrencent en faisant de l'importation. Prenons l'exemple, par exemple, des concessionnaires voitures. Il y avait aux alentours de 160 concessionnaires agréés. Du coup, en prenant un nouveau cahier de charges qui exclut un grand nombre, ils vont garder leurs partenaires et leurs clients et tout le reste vont mettre la clé sous le paillasson. Cela va être la même chose pour une vingtaine de produits qui vont être soumis à des autorisations spéciales de la part du ministre du Commerce. Et là aussi, on va bien sûr donner toutes les autorisations aux copains et exclure
tous ceux qui ne rentrent pas dans le clan, ou en tout cas ceux qui ne sont pas dans les premiers cercles. Ensuite, bien entendu, la valeur du dinar qui se dégringole, l'accès à la devise devient de plus en plus compliqué, les marchés se raréfient, et en parallèle, vous allez avoir un chômage explosif, puisque un nombre très important de chantiers qui absorbent de la main-d'œuvre vont devoir être fermés, arrêtés. Tous les projets d'investissement sur les infrastructures sont reportés, sine dia, et donc tout cela va gonfler une masse de chômeurs de façon inconsidérée. Et comme le pouvoir n'a plus les moyens de faire un soutien aux grandes matières premières, là aussi la paupérisation va se généraliser. On va aller vers des surpopulations autour des villes, dans des bidonvilles immenses, la délinquance qui va exploser. Tout cela n'augure rien de bon. Au bout de quelques mois ou de quelques petites années, le pays deviendra totalement ingouvernable. Chacun prendra le morceau qui lui pense lui revenir, qui prendra un morceau de trottoir pour faire payer ceux qui stationnent, et celui qui viendra prélever chez vous directement la dîme. Tout cela n'augure rien de bon. Nous sommes entre les mains de gens inconscients, incompétents et prédateurs. Et quel est le rôle que vous prévoyez de jouer dans cette catastrophe qui se dessine? L'opposition, votre propre parti, la CLTD, est-ce que vous allez rester les bras croisés? Non, on ne restera pas les bras croisés. On réagit avec peut-être l'énergie du désespoir, mais on réagira et on restera jusqu'au bout. Il s'agit de garder au moins des structures vivantes autour desquelles une partie de la population pourra se réunir, se regrouper en espérant petit à petit reprendre le dessus. Parce que je parle de reprendre le dessus par rapport à un choc qui est inévitable maintenant. Nous sommes dans un ascenseur dont les câbles ont été coupés et nous attendons le choc ultime lorsque la cabine va arriver au sous-sol. Il n'y a rien à faire d'autre. Il faut résister, tenir, essayer de faire prendre conscience aux gens la gravité de la situation, essayer de faire bouger les choses, mais en sachant que de toute façon, nous allons payer une très lourde facture. Et c'est après cette facture qu'il faudra s'en sortir, remonter coûte que coûte et ne pas rester au fond en train de creuser comme le dit si bien Fellag. Soufiane Djilali, nous allons devoir interrompre cette première partie, un cours intermède. Ensuite, nous reprenons la deuxième partie, nous ouvrirons notre standard aux téléspectateurs. Je vous demanderai de rester avec nous pour répondre éventuellement aux questions des gens ou commenter leurs commentaires. Et je me permettrai de vous interrompre à chaque fois qu'il y aura des appels. À tout de suite. Ali d'Alger. Ah, nous l'avons perdu. Soufiane Djilali, vous reprenez cette fameuse citation de Sellal lors de la campagne électorale du 4e mandat de Bouteflika, pour le 4e mandat, où il avait dit Hey, يقولوا لنا الناس يتزوجوا بصور de l'ensage. Hey, يتزوج. Vous vous rappelez cette démagogie, ce populisme, c'était incroyable. Les gens hallucinaient de l'entendre parler comme ça. Donc,
aujourd'hui, si les pompes sont à sec et qu'il ne sera plus possible d'anesthésier les multitudes, est-ce que vous ne craignez pas une explosion populaire? Absolument. Absolument. C'est une explosion populaire qui peut venir brutalement d'un seul coup à travers plusieurs parties du pays, comme elle peut venir par petits à-coups, des émeutes par-ci, des émeutes par-là, et ça montera en puissance jusqu'au moment où ça deviendra totalement ingouvernable. Les deux scénarios sont possibles. Ce qui est un peu étonnant, c'est que la masse des gens qui regardent, comme vous avez repris tout à l'heure la parabole de la grenouille, qui attendent, qui regardent jusqu'au jour où ils ne pourront plus bouger parce que ce sera trop tard. C'est cela qui fait peur. Oui. Mais moi, je préfère parler franchement. L'Algérie va malheureusement payer les 15 années. On va devoir solder les comptes. Il n'y a rien à faire d'autre. Restez avec nous, M. Njilali. Ahmed d'Alger. Allô. Allô, Ahmed, tfadal, je vous en prie. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Sahitou. Ahlan bik. Je salue votre invité, Merci. Njilali Soufiane, Merci. qui m'a donné une idée. Il a comparé la Corée du Nord à celle du Sud. Oui. Il m'a donné une belle idée. Si je compare l'Algérie à la Corée du Nord, Oui. qu'est-ce que je dis moi? Je dis que la Corée du Nord, au moins, malgré son indigence, sa pauvreté, elle n'est pas à plat ventre. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Ahmed d'Espagne. Oui. Je vous en prie, vous êtes en ligne, vous êtes en direct. صح راه يهضر مع واحد قدامي. نعم تفضل اخويا تفضل. واحد قدامي. نعم نهضر واحد راه يهضر قدامي. ما فهمت والو. شكون معنا؟ علي d'Alger. نعم مساء الخير سي بشنو. مساء الخير خويا علي اهلا بك. بارك الله فيك. Permettez-moi de vous féliciter encore une fois Merci. pour votre sagacité. Merci beaucoup. Tôt ou tard, le pays aura besoin de telle profondeur d'esprit, désintéressés afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Au sujet de l'émission de ce soir, comme un figuratif, je voudrais poser une question à votre invité. Je vous en prie, il est à l'écoute. Comment perçoit-il la situation actuelle du pays, qu'il a bien développé, Oui. en dehors du canevas habituel? Et comment lancer de nouvelles approches en dehors de la parabole de la grenouille de l'issue actif? Merci, monsieur. Merci beaucoup, c'est Ali. Sofiane Djilali, c'est à vous. Si vous pouvez répondre assez brièvement. Je vous en Je peux prie. reprendre la question parce que j'ai très mal entendu. Alors, Ahmed d'Alger disait qu'en Corée du Nord, il y a quand même des infrastructures, il y a du boulot, ils produisent quand même, contrairement à nous. Et Ali d'Alger parlait au sujet de la parabole de la grenouille. Je n'ai pas très bien saisi la question, à vrai dire, moi non plus. Hein. Le son n'était pas très audible. C'est ça. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à une question que je n'ai pas compris. J'espère que Ali rappellera. Sinon, au sujet de la Corée du Nord? Sur la Corée du Nord, j'avais donné cet exemple pour faire comprendre qu'un pouvoir peut transformer à sa guise, au bout de 2-3 décennies, tout un peuple. Ce n'est pas pour faire la comparaison entre les Algériens et les Nord-Coréens ou les Sud-Coréens, bien que cette comparaison puisse être valable. Mais c'est pour dire qu'un même peuple peut être amené vers le bien ou amené vers le mal. Oui. معنا أحمد d'Espagne. Oui. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام أهلا بك. اهلا كي راكم لاباس؟ لاباس غير الحمد لله يعيش. Je salue un grand bonjour pour monsieur Sofiane Djilali. Oui, il vous écoute. Et pour vous aussi, pour cette Merci. émission qui est claire. Oui. Merci. Oui. C'est Jamal, comme je vous disais. On vous écoute, c'est Ahmed. Oui. Comme je vous ai dit que votre invité, il est en train de parler des situations catastrophiques. Mais et tout le monde
qui parle au nom des politiciens ou des journalistes incrimine le gouvernement ou l'État algérien. Mais moi, je suis tout à fait mon idée, c'est le contraire, parce que le peuple, si le peuple ne marche pas, si le peuple est un peuple corrompu, c'est un peuple fainéant, un peuple qui ne travaille pas, un peuple qui comment voulez-vous que les gouvernants ne puissent pas... C'est clair, la question est claire. On va la poser à Soufiane Djilali. Maintenant, Ali qui revient, Ali d'Alger, nous n'avons pas très bien compris votre question. Si vous voulez la reposer à Soufiane Djilali qui vous écoute. Je vais la poser tout doucement. Comment lancer de nouvelles approches politico-contestataires de masse, en dehors de la parabole de la grenouille périsson à demi-feu? Oui, très bien, c'est clair. Soufiane Djilali, vous avez entendu? Soufiane Djilali? Je peux répondre? Oui, il y a deux questions, celle de Ahmed d'Espagne et celle de Ali d'Alger. Bon, concernant la question de Ali, puisqu'il était le premier à la poser, on ne l'avait pas comprise tout à l'heure. La parabole s'est fait juste pour saisir une situation symboliquement, ce n'est pas vraiment pour en faire un exemple. Maintenant, il faut que les Algériens prennent conscience de la gravité de la chose. Tout le monde ne le ressent pas encore parce qu'il y a une forme de force inertielle qui fait que comme une voiture, par exemple, lorsque les moteurs s'arrêtent, elle continue sur quelques centaines de mètres à rouler. Donc le pays, il y a encore un peu d'argent dans les réserves, il y a encore un peu de stock. Mais malheureusement, après un mois de Ramadan, de surconsommation, et à la rentrée, je pense que les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Bien entendu, sauf si M. Sellel, comme il nous le promet, va endetter le pays jusqu'au cou. Et ainsi, il en sera fini de sa souveraineté au bout de quelques années. Donc, il faut que les gens prennent conscience de la gravité des choses et qu'ensuite on fasse pression tous d'une manière ou d'une autre. Mais justement, il dit, Ali d'Alger dit, comment lancer une contestation de masse? Justement, j'allais y venir. Lorsque nous avions appelé, par exemple, le 24 février à sortir pour soutenir nos frères à Ain Saleh, beaucoup d'Algériens nous disaient, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais ceux qui disent, se reprochent eux-mêmes, ils étaient où? Eh bien, derrière leur écran télévision, dans le salon, et chacun attend que l'autre fasse le geste. Eh bien, maintenant, il faut que tout le monde réagisse. Il faut que chacun comprenne que cette situation, c'est comme Tcha. Il voulait que le feu ne touche pas chez lui et à la fin, il leur dit que terrasser. Et ça, ces histoires de Tcha, c'est fini pour l'Algérie. Il faut affronter. Il faut que les citoyens s'engagent. Il faut qu'ils récupèrent leurs droits, leurs devoirs aussi, leur citoyenneté. Voilà, donc il y a des partis qui bougent, il y a des associations, il y a des individus, il y a des intellectuels. Il faut faire partie de ce mouvement. Il ne faut pas accepter l'inacceptable. Et la question de Ahmed d'Espagne qui semble dire que le régime n'est que la conséquence et que la véritable cause, c'est nous. C'est cette dialectique-là que j'ai abordée tout à l'heure. Bien sûr que la société algérienne maintenant est déstructurée. Elle vit d'énormes problèmes sociologiques, j'allais dire. Il y a, vous savez que les Algériens sortent très difficilement d'une société traditionnaliste, très ancienne, mais qui a perdu ses repères, qui n'arrive plus à s'adapter au monde moderne. Et en même temps, elle ne sait pas comment construire une société moderne. Elle ne sait pas intégrer des valeurs sociales nouvelles. Et donc, on est resté un peu dans la pénombre entre les deux sociétés. Pour cela, il faut qu'il y ait un régime éclairé qui puisse guider un peu le chemin des Algériens. Mais en même temps, lorsque vous avez un régime qui est lui-même corrompu, ignare, incapable de diriger, incompétent, qui crée les injustices, à ce moment-là, ça aggrave la situation. Donc c'est une dialectique, c'est un aller-retour. La société n'arrive pas à produire une élite efficace, intelligente, capable de diriger le pays, mais en même temps, la mauvaise élite influence très négativement sur la société et l'enfonce
dans ses problèmes et ses contradictions. Alors pour en sortir, il faut que quelque part ça commence, que ça prenne le départ autour d'une idée, autour d'un groupe d'hommes honnêtes, conscients des enjeux, à la hauteur, et qui petit à petit vont rassembler autour d'eux de larges pans de la population et ils inverseront la vapeur, si j'ose dire. Mais c'est des processus longs qui nécessitent beaucoup d'efforts, qui nécessitent beaucoup de sacrifices. Les Algériens en ont fait beaucoup dans les années 90, dans les années 2000. Ils ont cherché leur chemin, mais je suis sûr qu'ils sont arrivés à maturité. S'ils ne bougent pas encore, ils n'en pensent pas moins. Et je suis sûr qu'ils, s'ils trouvent le déclic, il y aura un changement fondamental, un changement capital, et on pourra reconstruire notre pays sur de nouvelles bases en quelques années, Inch'Allah. Mais est-ce que nous pouvons dire, Soufiane Djilali, qu'il y a encore des élites intellectuelles dans ce pays, notamment au sein de l'université, qui est censée être, en principe, à l'avant-garde de la société et de la contestation sociale lorsque tout va mal? Est-ce que nous pouvons dire que ces élites existent? Le pouvoir a tout fait pour les disperser, ces élites, les chasser du pays. Beaucoup sont à l'étranger et certains ici sont un peu apeurés ou complètement désespérés. Alors le travail que nous menons, c'est justement de rétablir les connexions entre les individus qui peuvent créer cette élite, qui peuvent la constituer, qui peuvent la composer. Et c'est ce travail sans relâche que nous menons maintenant depuis ces dernières années qui commence à porter ses fruits. Nous arrivons petit à petit à remettre ensemble des bonnes volontés, des gens de haut niveau. Nous sommes en train de dépasser les contradictions idéologiques, de retracer un nouveau cadre général de réflexion. Ce travail est en train de se faire. Il n'est pas fini, il demande encore beaucoup d'efforts. Grâce à Al-Magharibiya, vous nous aidez beaucoup parce que notre voix va très loin et je sais par les multiples retours que j'ai que ce travail commence à porter ses fruits. Oui, il y a une élite algérienne mais qui est dispersée et il est venu le temps où elle doit se regrouper, se donner la main, dépasser les égos et penser à construire cette Algérie-là dont nous rêvons tous, pour remplacer cette Algérie que nous n'aimons plus. Mais, Soufiane Djilali, excusez-moi, même si je dois mettre le doigt sur la plaie, ces élites, pourquoi ne pas dire qu'elles aussi ont été anesthésiées, qu'elles aussi ont été, pour dire le mot, pour lâcher le gros mot, ont été corrompues, qu'elles sont rentrées dans leur rang, qu'elles considèrent que chacun de ces élites considère que ce n'est pas à lui tout seul de changer le monde. Et que puisque tous les autres sont d'accord qu'il marche dans le sens de leurs propres intérêts, et bien que lui-même ne pouvait que s'occuper de ses propres enfants pour ne pas rester à la traîne. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça? C'est la vérité, c'est malheureusement cette réalité-là qui est majoritaire. C'est ce qui rend l'œuvre plus compliquée. J'ai totalement conscience que nous nageons à contre-courant, mais en même temps, comme le dit le Très-Haut, très souvent une poignée d'hommes convaincus, déterminés, éclairés, qui savent ce qu'ils font et qui sont prêts à sacrifier beaucoup dans leur vie, et ben ces gens-là peuvent devenir un motif sur lequel se cristallise le reste. Petit à petit, c'est ainsi que se fait l'histoire. Il n'y a pas d'un changement total, complet de toute une nation en un clin d'œil. C'est un travail de longue haleine. Il faut le faire. Il faut que cette conscience agisse. Et je vous assure que cette conscience-là est en train de travailler. Vous la rencontrez partout. Là-bas à Londres, à Al-Magharibiya, chez vous dans votre studio, Monsieur Jamaldine, mais aussi dans tous les coins et recoins d'Algérie. Je la rencontre souvent. Elle est peut-être encore faible, mais elle est appelée à se renforcer et à remporter l'ultime bataille, Inch'Allah. Merci beaucoup, Soufiane Djilali. Nous allons prendre un dernier appel et nous clôturerons cette émission qui est arrivée à son terme malheureusement. Hamid de Tizi Ouzou. Bonjour. Bonjour Hamid.
Sincèrement, je ne savais pas le thème de l'émission, mais je vous appelais à l'improviste. Oui. Nous sommes en train de parler de ce que nous promet Sellal, ça veut dire la douche froide. Ah, d'accord. Voilà. Mais bon, écoutez, essayez de rappeler une autre fois. Cette fois-ci, de toutes les façons, nous étions arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, c'est Hamid de Tizi Ouzou. Merci Soufiane Gilali de nous avoir éclairés, d'avoir répondu sincèrement aux questions de nos téléspectateurs. En espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Salam alaikum, qawala khair, slama.